Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, les relations sino-françaises. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu au téléphone avec son homologue français François Hollande. Le président chinois a félicité le président français de l'organisation de la conférence climatique de Paris et a déclaré que la Chine travaillera avec la France pour appliquer cet accord. Xi Jinping a espéré que les deux pays continueront à avoir des communications et des coopérations de haut niveau dans les domaines du nucléaire, de la finance et de la culture. Le président français a remercié Xi Jinping pour la contribution de la Chine à la conclusion de l'accord de Paris. Il a également exprimé son soutien au sommet du G20 prévu en septembre de l'an prochain à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Et nous poursuivons dans la ville du centre de la Chine, Zhangzhou, où les premiers ministres des États membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai ont commencé leur réunion sur le thème du développement régional. Il s'agit de la 14e réunion du genre. Les premiers ministres se sont entretenus sur les questions relatives au commerce, aux investissements, aux finances, au transport et à la culture. L'ICOTIEN accueille pour la première fois ses 5 homologues de l'OCS. Le Premier ministre chinois a débuté la rencontre par un rappel des missions de l'Organisation de la coopération de Shanghai. L'Organisation de la coopération de Shanghai est devenue une force importante pour le maintien de la paix régionale, de la stabilité ainsi que pour la prospérité. Elle est également devenue une plateforme de la coopération régionale importante en Eurasie. Le Premier ministre chinois a indiqué que cette réunion devait promouvoir davantage la coopération et apporter une nouvelle contribution à la stabilité et au développement de la région. Différents observateurs et des partenaires de dialogue ont également assisté à la rencontre. L'ICOTIEN a rappelé que l'organisation faisait face à d'énormes défis. La croissance mondiale actuelle s'est ralentie et beaucoup de pays font désormais face à des pressions pesant sur leurs économies. Cette croissance molle est accompagnée d'une crise géopolitique internationale et régionale complexe, avec la montée de l'extrémisme et du terrorisme menaçant l'ensemble de la communauté internationale. Le Premier ministre chinois a proposé de renforcer 6 aspects pour relever ces défis et de continuer à promouvoir le développement régional. Il a proposé de renforcer la coopération en matière de sécurité, de capacité de production, de connexion, de finances, de commerce régional, d'engagement social et de bien-être de la population. Après la rencontre, les premiers ministres des 6 pays membres de l'organisation ont signé une déclaration commune et une série de documents sur la coopération économique régionale. L'OCS, fondé en 2001, regroupe 6 États membres que sont la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. L'Afghanistan, l'Inde, l'Iran, la Mongolie et le Pakistan constituent les États observateurs. Les États partenaires de dialogue sont la Biélorussie, la Turquie et le Sri Lanka. Et le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai, Dimitri Mezentsev, donne son avis sur le développement de l'organisation. Cela a déjà fait 14 ans depuis l'établissement de l'OCS. Que pouvons-nous attendre de cette réunion de premiers ministres des nations membres de l'Organisation de coopération de Shanghai? Les thématiques de la réunion couvrent divers domaines, dont les échanges, l'économie, les transports, la finance, la sphère humanitaire et l'investissement. Dans tous les cas, les chefs de gouvernement mettent l'accent sur l'initiative proposée par le président Xi Jinping, ce qui constitue l'initiative de la ceinture et de la route. Nous allons présenter un rapport sur les résultats de nos engagements dans le commerce, la coopération économique par le passé, mais aussi l'engagement futur des États de la famille de Shanghai, et en prenant en compte les intérêts des États eux-mêmes, les programmes nationaux spécifiques de développement de ces États et économies. La déclaration conjointe des chefs de gouvernement accordera une attention spéciale aux projets d'infrastructures et multilatéraux en matière de transport, d'énergie, d'agriculture, de tourisme et de culture. Les coopérations sécuritaires et économiques sont souvent considérées comme les deux roues de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Sur toile de fond de la pression économique et des menaces terroristes, quelles mesures spécifiques les dirigeants de l'organisation vont-ils prendre pour s'attaquer aux problèmes existants? La principale priorité de l'Organisation de la coopération de Shanghai est d'établir la stabilité et la sécurité dans la région. Mais à partir de 2004, les chefs d'État ont mentionné que le commerce et la coopération économique sont aussi des priorités de l'organisation.
Nous pensons que maintenir les principes des économies en voie de développement et améliorer le bien-être des États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai sont des facteurs primordiaux pour assurer la stabilité de la région. Nous allons continuer notre travail d'étendre le réseau antiterroriste. Nous avons rappelé de nombreuses fois que l'Organisation de la coopération de Shanghai n'est ni une union politico-militaire, ni une organisation militaire. Nous nous appuyons sur des mesures politiques et diplomatiques pour combattre les trois forces maléfiques, le séparatisme, l'extrémisme et le terrorisme. Comment considérez-vous le rôle de la Chine dans la promotion du développement de l'OCS et de la coopération économique régionale? La Chine joue un rôle important dans l'organisation, car le quartier général de l'OCS se trouve dans la capitale chinoise Beijing, également en raison de la profonde implication des ministres et membres du gouvernement chinois. Sans leur aide, la mise en place des mesures s'avérerait impossible. Les États membres ont beaucoup bénéficié de l'esprit de l'organisation de Shanghai, qui est un esprit d'intérêt mutuel, de confiance et d'ouverture, ainsi que de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. C'est cela qui fait l'OCS une organisation intégrée. La ville d'eau chinoise de Wuzhen, dans l'extrême est de la Chine, s'apprête à accueillir la conférence mondiale de l'Internet qui débutera mercredi. Le thème de la conférence, dont la première édition avait eu lieu l'an dernier, est « Un monde connecté, partagé et dirigé par tous, bâtir une communauté de cyberespace au destin commun ». Plus de 2000 invités d'honneur y participeront, parmi lesquels 8 chefs d'État et une cinquantaine de responsables ministériels. Le gouvernement chinois a montré son attachement à cet événement. D'ailleurs, Xi Jinping, le président chinois, y prononcera un discours. Durant cette conférence, 10 forums seront organisés au cours desquels pas moins de 22 sujets principaux seront abordés. Parmi les thèmes retenus, on peut citer la communication culturelle sur Internet, l'innovation d'Internet, la coopération économique numérique et la gouvernance de l'Internet. Une exposition dédiée à Internet sera également organisée en marge de la conférence. Elle présentera les technologies de pointe ainsi que les dernières avancées du secteur. La conférence mondiale de l'Internet se déroulera donc à Wuzhen. C'est une destination touristique pittoresque au bord d'un cours d'eau, pas très éloigné du siège du géant chinois de l'Internet Alibaba. Avec l'aide d'Internet, Wuzhen s'est rapidement transformée en ville intelligente qui combine son histoire et ses traditions avec les technologies modernes. Il se prépare à accueillir d'une façon traditionnelle des invités venus du monde entier. Nous nettoyons notre magasin de fond en comble. Nous espérons laisser une bonne impression à nos visiteurs. Mais Wang n'est plus dans la tradition lorsqu'il s'agit d'exploiter le potentiel d'Internet. Comme ceux de la plupart de ses pairs, son magasin d'apparence traditionnel n'est qu'un point de vente. L'ensemble de la ville étant couverte par le Wi-Fi gratuit, quasiment tous les magasins sont également présents sur Internet pour essayer de cibler intelligemment les Chinois urbains qui cherchent à s'évader des grandes villes bruyantes et turbulentes. Avec ses milliers d'années d'histoire, la vieille ville de Wuzhen accueille une conférence internationale consacrée à l'industrie la plus neuve, l'Internet. Et la ville elle-même se développe rapidement avec l'aide de technologies de pointe. Si flotter sur un bateau peut paraître romantique, ici c'est faire du vélo qui est plus réaliste. Et la façon d'obtenir un vélo est assez malin. Vous n'avez besoin que d'un smartphone et de scanner un code QR. Puis vous pouvez louer le vélo qui sera gratuit la première heure. Puis ce sera 1 yuan par heure supplémentaire qui ne se paye pas en liquide mais via votre smartphone. Si jamais votre téléphone n'a plus de batterie, ce n'est pas un problème. Ici à Wuzhen, il y a plusieurs bureaux d'information intelligents où vous pouvez utiliser la technologie de chargement sans fil. Et pendant le temps du chargement, vous pouvez également utiliser cette machine pour connaître votre emplacement ou pour passer de courts appels téléphoniques. L'une des utilisations les plus intéressantes de cette machine selon certains, et probablement la moins intéressante selon moi, c'est de pouvoir prendre des selfies. Avec un scanner de code QR, la photo est instantanément téléchargée sur votre téléphone mobile. Mais la ville intelligente n'est pas seulement destinée à plaire aux jeunes touristes.
Les technologies utilisées ont également pour fonction de répondre à l'un des problèmes les plus épineux en Chine, le vieillissement de la population. Les citoyens de la ville de Wuzhen, les plus âgés, sont pris en charge intelligemment. Nous donnons aux personnes âgées des instruments portables qui envoient des signaux à notre siège. C'est très utile pour les personnes âgées qui vivent seules. Par exemple, si un de nos utilisateurs ne bouge pas depuis un bon moment, le système va nous alerter sur le danger potentiel lié à la maladie de la personne. Avec un mélange de tradition et de modernité, la ville de Wuzhen continue d'explorer sa propre voie en répondant à l'appel du gouvernement pour construire des villes et des villages intelligents avec l'aide d'Internet. Wang nous dit que les technologies dont il profite aujourd'hui pourraient bien devenir le futur de la vie urbaine de tout un chacun en Chine. Pour la Chine, éliminer la pauvreté est la tâche la plus ardue à accomplir pour l'établissement d'une société de moyenne aisance d'ici 2020. C'est ce qu'a déclaré le directeur du groupe de développement et de lutte contre la pauvreté du Conseil des affaires d'État, Léo Yongfu, s'adressait aux journalistes à l'occasion de la présentation d'un plan gouvernemental. Le principal objectif est de garantir que les pauvres auront accès à la nourriture, une éducation de base, des soins médicaux, des vêtements et un logement d'ici à 2020. À cette date, la pauvreté aura été éradiquée dans les campagnes et il n'y aura plus aucun district pauvre dans le pays. Lundi, le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État ont donné des instructions pour éradiquer la pauvreté. Liu Yongfu a déclaré que selon le plan, la Chine devait sortir encore 70 millions de personnes de cette condition dans les 5 prochaines années. Il a reconnu qu'il s'agissait là d'un défi de grande ampleur, mais a réaffirmé la détermination de la Chine. Liu Yongfu a déclaré que des mesures plus précises et plus ciblées devaient être prises. Il a souligné que la direction du parti et l'implication de l'ensemble de la société étaient nécessaires pour réaliser cet objectif. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition qui sera présentée par ma collègue. Oui, Janine, non Elsa. Alors, Elsa. écoutez, aujourd'hui la Chine. Alors, vous êtes revenu largement sur le sommet de l'OCS et la conférence sur l'Internet. Moi, je vais parler de toute autre chose. C'est le retour du premier bataillon et l'envoi d'un second bataillon de casques bleus chinois au Soudan du Sud. Le deuxième bataillon d'infanterie chinois ayant pour mission le maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies partira au Soudan du Sud. Étant donné que le premier bataillon a fini sa mission de 8 mois, les derniers membres d'un bataillon d'infanterie de 700 personnes se sont rendus au Soudan du Sud lundi soir. Le bataillon y restera pendant 1 an pour protéger les civils, le personnel de l'ONU et les travailleurs bénévoles. Ils effectueront des missions de patrouille et de sécurité. Le premier bataillon d'infanterie chinois va quant à lui revenir en Chine groupe par groupe après 8 mois de mission en tant que soldat de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Nous avons pu rencontrer l'un d'entre eux. Cette médaille de paix honorifique marque la fin de la mission de 8 mois de maintien de la paix de Yang Jiao, une première pour lui. Les missions des soldats de maintien de la paix comportait la protection des civils, du personnel de l'ONU et des travailleurs humanitaires, ainsi que des missions de patrouille et de sécurité. Yang a dit que le bataillon avait fait face à différentes sortes de situations et rencontré de nombreux conflits armés. Il nous a raconté comment ils ont fait face à des combattants lors d'une patrouille à l'extérieur de Djouba. C'était un conflit armé entre les forces du gouvernement local et des combattants non identifiés. En tant que soldats de maintien de la paix de l'ONU, nous devions suivre les principes de neutralité. Nous ne devions pas combattre, à moins de rencontrer une attaque directe. Nous avions mis en garde les combattants en utilisant des haut-parleurs et en montrant nos armes. Les combattants ne sont partis qu'au deuxième avertissement. Durant ce conflit, nous avons évité d'être impliqués dans le conflit armé et réussi à protéger les civils rassemblés près de notre camp. Yang a indiqué que les soldats de maintien de la paix avaient communiqué avec la population locale pour renforcer la confiance mutuelle et leur porter assistance. Nous les avons aidés à construire une ferme dans un village près de Djouba et leur avons enseigné des techniques agricoles en partageant notre savoir et nos compétences dans ce secteur. En pleine sécheresse, nous avons offert de l'eau potable aux villageois que nous avions purifiée nous-mêmes, près de notre camp, avec un mandat de l'ONU. Yang a ajouté que les soldats chinois de maintien de la paix se sont beaucoup consacrés au Soudan du Sud. Pour finir, il a affirmé que si on lui donnait une autre mission, il dirait oui sans aucune hésitation.
Culture, à présent, on le surnomme l'œuf et c'est l'un des 3 monuments emblématiques de Beijing, aux côtés du stade olympique ou nid d'oiseau et du nouveau siège de CCTV surnommé affectueusement le pantalon. La construction a nécessité 9 ans, mais des doutes concernant son aspect et son emplacement demeurent encore. Le Centre national des arts du spectacle ou NCPA s'est pourtant imposé comme l'un des plus hauts lieux mondiaux pour les arts scéniques. Il célèbre en ce moment son 8e anniversaire. Situé à l'ouest de la place Tiananmen, le Centre national des arts du spectacle a alimenté une considérable controverse dès le début du projet. Les opposants ont exprimé leurs doutes concernant le fait que ce monument à l'aspect futuriste de l'architecte français Paul Andreu puisse s'adapter à l'environnement alentour. Mais qu'on l'aime ou non, le NCPA est désormais l'un des emblèmes de Beijing et l'un des lieux de spectacle les plus prestigieux au monde. Depuis son inauguration en décembre 2007, le NCPA a émergé comme l'un des centres de spectacle les plus courus au monde. Il attire des artistes et troupes de premier plan venant de Chine comme de l'étranger. Dans le même temps, le NCPA a également mis en scène 59 de ses propres productions, 18 d'entre elles entièrement nouvelles et originales. This opera house is completely unique. Cette salle d'opéra est vraiment unique, c'est très probablement le centre culturel de la Chine. Au cours des 7 dernières années, ils ont mis en scène une quarantaine de productions, de nouvelles productions. C'est très ambitieux et le président Chen Ping possède une grande vision. Le NCPA a fêté son 8e anniversaire par un concert dirigé par le compositeur et chef d'orchestre chinois Tan Dun. La magie ne fait que commencer. Et c'est la tête dans les étoiles que nous allons terminer cette rubrique, car si vous avez raté la très attendue et traditionnelle pluie des Géminides la nuit dernière, sachez que de patients astrophotographes ont capturé ce feu d'artifice. La reine des pluies de météores a illuminé le ciel de dimanche à lundi. Le clou du spectacle était dimanche soir avec une chute de plus de 120 étoiles par heure. Des photographes des 4 coins du monde ont pointé leur appareil vers le ciel et capturé les étoiles filantes sur pellicule. Les Géminides reviennent tous les ans à la mi-décembre quand la Terre traverse une importante quantité de débris d'étoiles. L'année prochaine ne sera peut-être pas aussi spectaculaire. En effet, cette pluie d'étoiles filantes coïncide avec le phénomène de la superlune, l'une des plus grandes pleines lunes de l'année, qui diminuera énormément la visibilité des météores. Et c'est ainsi que s'achève notre partie. Aujourd'hui la Chine, retour au plateau principal et la fin avec notre amie Josiane, Raïssa, j'ai oublié votre nom. Voilà. Merci pour ces informations. Je vous en prie. La Géminide. Moi aussi. Oui, bon, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.